553e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors le football féminin, une tristesse puisque l'équipe de France a été sortie face à l'équipe américaine qui était toutefois favorite. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Au-delà du chagrin et de la tristesse, bien sûr. Pour dire la vérité, je n'ai pas trouvé l'équipe de France tout à fait à la hauteur de ce que j'espérais. Face aux Américaines dont on savait qu'elles étaient championnes du monde depuis plusieurs années et qu'elles avaient une expérience et une ancienneté, parce qu'il faut savoir que le football féminin est assez récent en France, alors que dans beaucoup de pays, il est pratiqué depuis déjà un certain temps. Chez nous, il connaît un engouement exceptionnel qui tient peut-être justement au fait du retard que nous avons pris par rapport à d'autres pays. Et je dois dire que je suis toujours un partisan du football féminin que je trouve très agréable et pas du tout incompatible avec la féminité. Alors ceux qui n'aiment pas ça disent que, évidemment, contrairement au rugby dans les règles, parce qu'il existe du rugby féminin, mais les règles ne sont pas les mêmes que pour les garçons, alors qu'on applique les mêmes règles pour les footballeuses. Et c'est ça qui irrite certains puristes. Non, je dois dire que je ne suis pas du tout partisan du rugby féminin. Ayant été moi-même pratiquant de rugby et sachant que le rugby devient de plus en plus dangereux pour les joueurs, parce que plus c'est sophistiqué, plus ça devient professionnel et plus évidemment les chocs sont violents. Et le sport n'est pas fait pour créer des fractures. Ça peut arriver, c'est un incident prévisible, mais tout de même, c'est fait pour le développement de l'harmonie du corps, etc. Et il me semble que le rugby prend dans ce domaine-là une tournure qui est inquiétante. Bon. Et le football n'est pas sans risque non plus, mais tout de même, il est quand même plus humain, dirais-je, plus policé. Alors il y a un paradoxe avec les Américains, c'est que le football américain ne ressemble pas du tout au football européen classique, mais qu'en revanche, il y avait cette avance du football féminin américain. Alors que les Américains méprisent plutôt notre football à nous et considèrent que le seul football qui vaille, c'est le leur. C'est que ça, oui, c'est vrai. L'équipe de football américaine, féminine, me paraît bien taillée, mais qui peut parler, qui peut dire. Hein. Tous ces matchs se sont gagnés pratiquement à 2-1, à un but près. Et quand on sait que c'est à la merci d'un penalty ou raté, parce qu'hier il a été raté, parce que j'ai aussi regardé le match d'hier. Qui a abouti au Brexit, là aussi, finalement. Pardon ? Une sorte de Brexit du football, puisque les Anglais sont sortis. Oui, mais pas volontairement. Alors, puisque les femmes sont à l'honneur, regardons ce qui se passe du côté de l'Europe. Grande victoire, paraît-il, du président Macron, qui a réussi à reconstituer le couple franco-allemand en assurant à Mme Christine Lagarde la présidence de la Banque Centrale Européenne et en faisant une concession à Mme Merkel en choisissant sa ministre de la Défense, Mme von der Leyen, comme présidente de la Commission européenne. Si nous restons dans les comparaisons sportives, je veux dire, c'est vrai, l'équipe d'Europe s'est reconstituée avec des béquilles. Ils ne sont pas exactement taillés pour la grande course internationale. Je crois que les raisons de l'impuissance sont dans les structures elles-mêmes. Par conséquent, il n'y a pas beaucoup de chances de voir se réaliser les souhaits de M. Macron ni d'un certain nombre de ses complices. Alors malgré le succès d'un certain nombre de courants qu'on appelle populistes ou nationaux ou souverainistes, qui vont pouvoir s'additionner dans les votes, il semble que le climat général que l'on sentait en Europe, favorable à une Europe des patries, à une Europe des nations, ne se retrouve pas complètement dans ce dispositif et qu'en particulier, ça ne pèsera pas assez lourd pour bloquer l'institution, en tout cas l'orienter de façon significative. Oui, on peut le regretter. D'ailleurs, c'est vrai qu'on pouvait espérer, même quand les systèmes sont imparfaits, on peut toujours espérer les améliorer si peu que ce soit. Et on n'a pas réussi à faire émerger une force populiste nationale, en quelque sorte, et qui aurait pu arbitrer efficacement. Mais on a quand même, en fait, cassé l'accord, la
complicité générale qui a gouverné l'Europe pendant très longtemps. L'alliance des socialistes et du PPE est mise en cause, et donc le jeu est plus ouvert. Mais ouvert sur quoi? L'avenir le dira. Vous savez que nous sommes le continent qui, en point de vue démographique, est le moins bien placé si l'on considère les rapports de force, puisque nous avons des populations qui sont vieillissantes par rapport au reste du monde qui éclate de jeunesse et comment dirais-je, et de nombre. Rappelons toujours les chiffres qui dominent tout. La population mondiale est passée en 50 ans de 3 à 8 milliards en augmentation constante. Le seul continent qui échappe à ce mouvement, c'est justement le continent boréal, qui comprend, outre l'Europe de l'Ouest, la Russie immense, mais dont je rappelle, plus grand pays du monde, mais dont je rappelle qu'elle n'a que 140 millions d'habitants. Et avec une tendance à la baisse qui se confirme, puisqu'apparemment les Russes perdent toujours autour d'1 million de citoyens chaque année. Malgré la politique nataliste initiée par Poutine, ce sont des phénomènes très lourds, très difficiles à modifier. Et cette situation est inquiétante, compte tenu d'un rapport de force qui devient chaque jour de plus en plus défavorable. Vous avez très souvent manifesté une sorte de sympathie et même de prévision avant son élection pour le président américain, pour Donald Trump, qui est extrêmement actif en ce moment. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces petits pas sur le territoire de la Corée du Nord? Écoutez, je considère que M. Trump avait ma sympathie d'abord parce qu'il avait l'antipathie de tous les gens que je déteste et que je méprise. Ça lui faisait un coefficient de sympathie naturelle et presque automatique. Mais je trouve qu'il ne se débrouille pas si mal, et même s'il n'est pas l'expression de grands lobbies qui ne le lui pardonnent pas, il prend des initiatives qui sont intéressantes. L'initiative de la Corée du Nord est particulièrement hardie, mais elle met en échec, en quelque sorte, l'automatisme des affrontements. Et ça va plutôt en faveur de la paix, surtout s'agissant de pays qui disposent ou peuvent disposer d'un armement nucléaire. Au Proche-Orient et du côté de l'Iran, en revanche, c'est pas exactement le même climat, où là, on a l'impression qu'il y a une tension qui se confirme et les conditions d'un affrontement un petit peu général qui sont en train de se réunir. Oui, je ne sais pas si c'est pas tout de même dans le cadre de la guerre du pétrole que se joue cette affaire, et s'il n'y a pas un bluff politique qui est avancé dans ce domaine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une majorité d'Américains en faveur d'une guerre, quelle qu'elle soit, mais même contre l'Iran. Les Américains se sont engagés dans beaucoup de terrains internationaux, pas toujours à leur avantage, et donc je pense qu'ils sont prudents dans ce domaine, et il ne me paraît pas que Trump soit, dans le domaine international, quelqu'un qui puisse prendre de très grands risques. Alors, retour en France, vous avez réagi la semaine dernière à une invitation annulée, celle que le MEDEF avait adressée à Marion Maréchal, et puis cette invitation a été retirée sous la pression d'un certain nombre de personnalités. Je pense à Madame Parisot en particulier, qui n'était pas particulièrement une amie du Front National, puisqu'elle avait écrit un livre à charge contre le Front National, vous vous en souvenez. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce retrait d'invitation que vous avez qualifié d'une manière assez dure dans un tweet? Je trouve ça inconcevable, une grossièreté inqualifiable. Quand on invite quelqu'un, on fait face à son obligation morale de le recevoir et même de le promouvoir puisqu'on l'a invité. Et l'attitude du patronat ne me surprend pas outre mesure. Nous avons l'habitude, et surtout, vous l'avez rappelé, en d'autres temps, Madame Parisot était même carrément adversaire du Front National. Mais je ne l'attendais pas grand-chose de l'organisation nouvelle de M. de Bézieux, mais je pensais que c'était un geste qui peut-être
pouvait laisser prévoir une amélioration des rapports internes à la politique française. Je regrette que le patronat ait fait la démonstration publique de son obéissance, en quelque sorte, à d'autres qu'eux-mêmes. Par conséquent, je pense que ça n'a pas fait un grand chagrin à Marion. Non. 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 J'ai lu quelque part d'ailleurs que finalement la position de victime, quelquefois, quand on est l'objet, la cible d'un geste aussi indélicat, Oui. débouche peut-être plutôt sur un avantage que sur un désavantage. C'est probable, ça lui a fait un peu de publicité. De toute façon, elle est là partout, toutes les semaines, il y a quelque chose, hein, s'agissant de Marion Maréchal. Pas de lecture cette semaine, Président, parce que vous allez recevoir bientôt les épreuves du tome 2, qui vont vous occuper pour une ultime relecture, avant de partir en vacances à la fin du mois de juillet. Oui, je dois dire que la relecture permanente du Le Pen, ça commence à me fatiguer. Et ensuite, eh bien... Je s'en souhaite au contraire la lecture initiale à beaucoup de nos compatriotes. Ce sera la semaine du 16 septembre. Absolument. Le grand rendez-vous de la rentrée. Déjà le 16 septembre. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.